Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Encore une fois, merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Mamadou Yourissal. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'être venu. Tout le plaisir est pour moi, Bayomar. Alors, Covid-19, 17 décès dont 3 en 24 heures. La courbe résiste, ne fléchit pas. Plus de 1600 cas positifs, 7 cas graves. Vous êtes chercheur enseignant en modélisation mathématique, système d'information et applications informatiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous êtes auteur de l'ouvrage Potentialité des diplômés d'Al-Azhar, l'analyse des données du Sénégal. Vous dirigez un centre de recherche dénommé Badiordo, c'est ça? Alors dites-nous d'abord, par rapport à l'allure de la courbe épidémiologique, quelle analyse? Je voudrais d'abord saluer l'ensemble des auditeurs de Sud FM Bayomar et vous remercier de m'avoir invité pour qu'on échange sur des questions de l'heure. Effectivement, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que depuis quelque temps, on nous dit que les cas communautaires augmentent. Quand les cas communautaires augmentent, notre maîtrise de la situation devient difficile parce que c'est une question de prévisibilité. Quand nous parlons de mathématiques et de modèles mathématiques, ce sont des fonctions de croissance avec des paramètres. Il me semble que si on avait dès le départ pris les paramètres d'ici, ce sont des données empiriques. Malheureusement, c'est ça aussi. Cette pandémie nous a surpris, mais les épidémies, on les connaît. Donc les fonctions de croissance épidémiologiques sont connues avec des paramètres. On ne peut pas les standardiser. Ce sont des données empiriques. Chaque société doit avoir ses paramètres. Donc on doit paramétrer. C'est une fonction de croissance épidémiologique, mais quand on est en Europe, il y a des paramètres. Quand on vient ici, on doit étudier notre société et reparamétrer. Il me semble, en fonction des réalités en fonction des réalités, ce sont des données empiriques. Et il me semble que peut-être là, on n'a pas fait attention en prenant une fonction qui marche ailleurs, qui nous permet d'avoir de la prévisibilité, de faire des projections, des fonctions prédictibles, comme on dit. C'est ça aussi la force des statistiques, c'est de pouvoir prévoir. Alors, on va être précis. Oui. Lorsque vous prenez un exemple, comme cela se passe ailleurs, nous sommes dans le cadre de la transmission communautaire. On dit, voilà, quand il y a un cas, va s'en suivre 2, 3 ou 4 contaminations. Qu'en est-il, par exemple, quand on est dans un pays comme le nôtre? C'est là peut-être notre marge d'erreur. On sait qu'en Europe, on peut prédire, quand il y a un cas communautaire, ça se multiplie par 2, par 3. Mais ici, quand même, ça ne peut pas être le cas. J'ai entendu un médecin dans les radios dire, quand il y a un cas communautaire, il y a des risques d'avoir 2 à 3 cas. Mais maintenant, on constate que quand il y a un cas communautaire, on risque d'avoir 10, 20, même parfois 50 cas à ces jours. C'est ça. Il fallait réajuster notre fonction épidémiologique en disant que comme on est maintenant en phase des cas communautaires, il faut à chaque fois multiplier un cas communautaire, disons, par 15, par 20, et avoir notre fonction à nous et pouvoir faire des prédictions. Sinon, on va se tromper. C'est pour cela peut-être, maintenant, on reprend notre fonction et nos prévisions vont devenir valables. Maintenant, je crois, si on prend maintenant notre fonction, en disant qu'un cas communautaire peut se multiplier par 15, par 20, on peut prévoir le pic, comme on dit. Mais si on garde la fonction d'avant, un cas communautaire se multiplie par 2, par 3, on va se tromper, on va être surpris. L'angle mathématique, en tant que modéliste, dans l'analyse des données, nous donne beaucoup plus de précision ici. Maintenant, certainement, à partir de maintenant, on a des collègues qui travaillent sur cette fonction-là. Nos prévisions vont être, enfin, ajustées et peut-être mieux appréciées. On peut avoir des projections assez valables durant ces 10 jours qui vont venir. Parce que maintenant, on a réajusté, on a revu notre courbe en disant qu'un cas communautaire peut être multiplié par 20 jusqu'à 25 cas. Et là, on peut prévoir, peut-être d'ici 8 à 10 jours, on peut avoir le pic. Il n'y aura pas de surprise maintenant. Il n'y avait que ça qui pouvait nous créer des problèmes, en disant qu'un cas communautaire est multiplié par 2, par 3. Maintenant, on sait que non, ce n'est pas le cas. Et parce que dans le cadre d'une épidémie, on va nécessairement vers un pic. Mais quand est la grande question? Ça, depuis quelque temps, je constate le coefficient de croissance est entre, disons, 50 et plafonne à 100. Autour de 50, 80, mais on a atteint une fois 100. Le plafond pour moi c'est 100. Espérons que ça reste là. Là on a le taux de croissance qui est fixe, qui est stabilisé. On nous dit le taux, enfin comme on l'appelle, entre 10, le taux d'infection entre 8 à 10%. À chaque fois qu'on dépiste 1000 cas, on est autour de ça. Espérons que ça ne va pas s'augmenter. Mais maintenant, notre espoir c'est de dire que le nombre de guérisons
croît un peu aussi. Croît au même taux peut-être, 10% aussi. Là, on peut avoir d'espoir que d'ici quelques temps, disons d'ici une semaine, 10 jours, on peut atteindre le pic. Ça ne peut plus progresser. On est au niveau d'un plateau, j'ai dit entre 50 de coefficient de croissance et 100, donc on commence à atteindre le plateau. Mais si par exemple le taux de dépistage ne dépasse pas 1000, si ça dépasse 1000. Même si ça dépasse 1000, c'est ça les questions de loi, la loi des grands nombres. C'est pas parce qu'on va avoir 2000, ça va être 20%, non. On est à 10%. Même si 10%, on a dit on plafonne à 100, même si on dépiste 2000, on ne va pas dépasser 100 cas. C'est ça l'espoir. C'est pour ça qu'on a stabilisé. Mais maintenant, si ce taux de croissance augmente, c'est ça le risque. Si on dit qu'à chaque fois on doit avoir 10%, ça c'est une fonction linéaire. Si on dépiste 2000, si c'est 10%, le nombre de cas va être 200. Ça va poser des problèmes. Mais ici, on se dit non, on a plafonné. Absolument, la valeur absolue est plafonnée. Si c'est 1000, c'est 10%. Même si on prend 2000, ça va être 5%. Donc le taux va baisser. Donc ça ne va plus augmenter, on ne va plus dépasser 10 cas, quel que soit le nombre d'épiceries. C'est ça l'espoir. Le risque, c'est la saturation du milieu hospitalier, c'est ça le risque. Des hôpitaux. C'est ça le risque. C'est ça le risque. C'est ça aussi, vraiment, la force des lois. On peut prévoir, si on sait qu'on a stabilisé autour de 100 par jour, on peut prévoir, même pour 20 jours, si ça reste 100 par jour. Mais si on raisonne en termes relatifs, en disant que c'est 10%, si on augmente le nombre de dépistés, le nombre va augmenter. Donc cette décision d'extra-hospitalisation est une bonne chose pour vous? Oui, c'est parce qu'on a revu la courbe, la fonction. On a adapté. On a adapté la fonction. Donc on sait que maintenant, on sera autour de 100 cas par jour. Oui, c'est ça. Plafond. Donc entre 50 et 100 cas. Donc forcément, nos capacités ne peuvent pas nous permettre d'accueillir ces gens-là. Donc il faut trouver d'autres moyens. Même les malades, espérons que même ceux qui sont asymptomatiques, on les met hors hôpital. Même les malades légers, peut-être demain, on va les mettre. Parce que 100 cas par jour aussi, ça ne doit pas durer. Si on dépasse 10 jours, ça peut poser des problèmes. Mais les 7 cas graves, vous en dites quoi? Oui, mais Baye Omar, là, je n'ai pas trop d'inquiétude. Depuis deux mois, on n'a pas dépassé 5 cas graves dans les urgences. On commence à avoir 7 cas. Donc apparemment, là, ça ne progresse pas trop rapidement, ces cas-là. Même si on a joué la grosse crainte, c'est ça. Oui, c'est la grosse crainte. La grosse crainte, si ça augmente, si cette fonction de croissance, des cas graves là, la croissance est rapide, là on va avoir des problèmes. Mais ce qui est rapide, c'est les contaminés avec des cas communautaires. Mais les cas graves n'augmentent pas aussi rapidement que les cas contaminés. Ce n'est pas la même fonction. C'est ça aussi l'espoir. Ici, en Afrique, pas seulement au Sénégal, en Afrique, on le voit. Il n'y a pas beaucoup de cas graves comme on le voit en Europe. Ça, c'est à étudier aussi. Mais le nombre, l'allure des contaminés commence à ressembler à l'allure des pays européens. Contaminés, je dis. Et même un cas, selon le nombre de décès, accroît aussi. Oui, accroît. Mais Baye Omar, touchons du bois. Nous suivons l'actualité. Oui, mais comment analyser l'allure de la courbe même. De cette courbe-là, ça franchement, comme on dit, ce que j'ai appris avec cette pandémie-là, Baye Omar, c'est l'humilité. Surtout des scientifiques. Là, on attend de voir les scientifiques. On n'a pas grandes informations de ce virus. Ça, il faut attendre les spécialistes. Les médecins nous dire pourquoi on est là. Quelqu'un comme moi vous dira que bon, je me réfère à Dieu en disant que Dieu nous a aidés, qu'on n'a pas trop de cas graves par rapport à ailleurs. Mais on a quand même un nombre de contaminés qui augmente, qui croît rapidement. Mais les cas graves ne croient pas aussi rapidement. Même si à chaque fois quand même qu'on a des cas graves, on a des décès. Le nombre de décès augmente parmi les cas graves. Ça, on le constate. Mais ça, il faut quand même qu'on attende les spécialistes pour nous édifier. Mais toujours est-il que le constat, il est là, c'est que la courbe ne fléchit pas et de plus en plus, voilà, les cas augmentent. Ça, c'est le constat. Oui, effectivement. C'est ça qui est inquiétant. Mais je dis seulement, le taux de guérison aussi augmente, Baye Omar. Il faut le dire, le nombre de sorties augmente aussi depuis quelque temps. On a autour des 30 et même parfois on atteint 59. Ça aussi, ça rassure un peu, même s'il y a de l'inquiétude, parce que les cas communautaires augmentent et un cas communautaire se multiplie par 20, 25, c'est ça qui est inquiétant. Maintenant, la lutte devrait être autour de ces cas communautaires. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, toute la sensibilisation requise doit être vraiment orientée vers ces cas communautaires-là. Comment bloquer la contamination communautaire? C'est ça, la lutte de l'Afrique et du Sénégal. La lutte de l'Afrique et du Sénégal. Oui. Ailleurs, ce sont le nombre de lits. Des cas graves peut-être, c'est ça la lutte. Augmenter la capacité, déplacer des malades d'un hôpital à l'autre pour les cas graves. Des urgences, il faut augmenter la capacité des urgences. Mais ici, notre cas,
c'est le nombre de contaminés. Là, on doit limiter rapidement. On doit limiter rapidement puisque l'état de nos infrastructures sanitaires, justement, n'est pas encore à la hauteur par rapport à ce qui se passe ailleurs. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, Mamadou Youri Sall, chercheur, enseignant en modélisation mathématique. Mamadou Youri Sall, vous êtes sorti de l'école d'Al-Azhar. Lors du dernier conseil des ministres, le président de la République a fortement demandé à la ministre de la Famille d'accélérer le retrait des enfants de la rue. Vous qui êtes un produit du Dara et aussi auteur du livre Potentialité des diplômés d'Al-Azhar, l'analyse des données du Sénégal, c'est le titre de l'ouvrage. Comment analysez-vous cette situation, surtout au niveau des Dara? Peut-on gérer une urgence sanitaire comme le Covid-19? Omar, là c'est une question importante pour moi. Vous l'avez bien dit, je suis produit des Dara. À chaque fois qu'on parle des talibés, à chaque fois qu'on parle des talibés, je me sens touché. Ah oui, pourquoi? À chaque fois qu'on parle des Dara, je me sens touché. Pourquoi? C'est que la façon de s'y prendre me gêne. Ah oui? Ça c'est une conséquence. Les talibés, enfin, moi je dis le vagabondage des enfants. C'est comme ça que je l'appelle. Les enfants de la rue. Vous aurez aimé qu'on les appelle les enfants de la rue? Les vagabonds de la rue, le vagabondage, quel que soit les enfants me gênent. Qualifiez? Oui, non, je ne veux même pas mêler le nom de talibé dans ces questions-là. Quoi qu'il en soit, ça c'est ma sensibilité. Mais l'enfant, sa place n'est pas dans la rue. Ça c'est un slogan, je suis d'accord. Mais ça c'est une conséquence. De quoi? C'est une conséquence d'une orientation du début. Bayomar, vous savez très bien. À un moment donné, ce pays était dominé par un colonisateur qui est venu avec son projet socio-culturel bien déterminé. C'est normal. On domine sur le plan politique, sur le plan culturel, on va dominer. Ça, c'est la France qui a mis en place une école. C'est cette école-là, en 1960, qu'on a officialisée. L'Orient était ici avec une école. Cette école, on l'a endogénéisée. C'est comme ça que je l'appelle. L'école endogénéisée, c'est ça, les Dara. L'école officialisée, c'est l'école de la France qu'on a officialisée au Sénégal. C'est un problème d'école? Problème de système éducatif, Bayomar. On est là maintenant avec les conséquences. On a officialisé une partie de l'école et l'autre école, on a dit non, c'est pas notre école, c'est l'école du peuple endogène. Voilà les conséquences. Le problème, voilà, il n'y a pas assez de moyens pour prendre en charge l'ensemble de ces enfants. Bayomar, chaque année, on a autour de 400 enfants qui ont 7 ans, ce qu'on appelle les cohortes. Vous mettez ces cohortes-là, vous les prenez, tout ce que vous voyez, le taux de scolarisation et tout ce que vous voyez. Combien sont certifiés? C'est 27% de cette cohorte-là. 27% des 400. 27% ou bien 37% au plus. 8% obtiennent le BFM, 5% le bac, 2% la licence. C'est ça l'école officielle, les résultats. Le reste des jeunes sont où, Bayomar? Heureusement qu'il y a l'autre système éducatif endogénéisé qui prend en charge tout, mais avec les moyens du bord, les moyens de la communauté. Oui, appelle le Dara. Je l'appelle l'école classique, la première école du Sénégal, ou bien l'école nationale. C'est comme ça que je l'appelle. C'est que nous avons imposé des termes comme ça. Dara, si vous voulez. Pourquoi vous les appelez l'école nationale? C'est vraiment l'école nationale. C'est l'école qui est là, qui est adoptée par la nation dès le début, sans contrainte majeure. C'est une école qui vient de l'Orient, effectivement. Je dis endogénéisée. C'est fort, endogénéisé. C'est qu'on l'a adopté complètement. On s'est approprié ce système éducatif. Même l'alphabet, vous avez dit, mon centre de recherche, c'est Bajord. Bajord, c'est la deuxième alphabet arabe. Mais l'appellation est une appellation locale. C'est une appellation Pulaar et Wolof. C'est nous qui avons dit Ba, c'est arabe. Jordo, c'est un mot Pulaar et Wolof. Bajord. Ouais. Mais on n'a pas osé faire. C'est le nom du centre de recherche. C'est mon centre de recherche sur le patrimoine intellectuel. Mais A, on vous a appris par Omar, A, B, C, vous n'avez pas touché à ça. En plus, quand on vous met dans un système éducatif, vous perdez beaucoup de vos moyens, y compris votre langue. Les plus mauvais wolofophones du Sénégal sont sortis de cette école-là, parce que vous perdez vos capacités linguistiques. Ce n'est pas le cas de l'autre école. Vous gardez vos capacités linguistiques parce que vous enregistrez même votre langue, parce qu'on enseigne avec cette langue-là. Dans ce système éducatif, on vous enseigne avec votre langue. C'est les caractères arabes, mais on vous enseigne avec vos langues. Nos marabouts n'ont jamais enseigné en arabe, ils enseignent avec leur langue locale, quel que soit le niveau élevé. Maintenant, à un certain niveau, vous maîtrisez la langue arabe, mais ce n'est pas eux qui vous ont donné la langue arabe. Donc on vous laisse avec votre legs culturel, votre patrimoine, on ne touche pas, mais vous vous enrichissez.
Mais l'école qu'on a officialisée nous fait perdre beaucoup. Et ce qui est désolant, c'est qu'on parle des conséquences des enfants mendiants. Mais ce qui me révolte, Baye Omar, c'est ce que nous perdons en tant que pays. Si nous ne misons pas sur la diversité intellectuelle et la richesse scientifique de ce pays-là, il est vrai qu'on a une école officielle. Il est vrai qu'on a des produits de cette école-là. Mais on ne peut pas miser sur ces produits-là pour piloter ce pays-là à 100%. Ce n'est pas possible. Oui. Alors, je sens que nous sortons un peu du sujet, Oui. mais vous voulez en parler. C'est Oui. votre cri de cœur concernant justement cette école officialisée. Mais alors, Mamadou Yuri Sall, la question, elle revient après le cri de cœur. Certainement, il y a un lien avec ce que nous vivons aujourd'hui. Je parlais de Covid-19. En quoi cette école peut être source d'enrichissement, mais aussi un moyen de lutte contre le Covid-19? C'est ça qui est désolant. Je dis, Baye Omar, dans ce pays-là, nous sommes dans un pays croyant. Je pourrais même dire fortement islamisé. Prenez l'islam comme culture de base de cette société-là. Comme les Français disaient, la culture judéo-chrétienne est notre culture de base. Mais l'islam comme civilisation aussi. Oui, c'est ça la culture de base, Oui. je dis, ou de civilisation. Oui. Parce qu'on a mis quelque chose comme des nôtres. Oui. Si c'est ça, c'est une société croyante qui est attentive à certains messages, qui écoute certains porteurs de ces messages-là. Vous savez, ce qui fait autorité en communication, c'est une question de contenu, mais c'est une question aussi du discours, de celui qui porte le discours. Mais si on C'est est, important. si on est linguiste, il y a le locuteur, il y a le récepteur. Mais Effectivement. entre le locuteur et le récepteur, il y a Oui. un code. Vous savez, nous sommes vraiment en détresse. Toutes les sociétés du monde actuellement. J'ai dit, le maître mot, c'est l'humilité. Le maître mot, c'est que je ne sais pas. Nous ne connaissons pas ce virus. Le maître mot, c'est que comment ce virus se transmet, on a du mal à le savoir. Quand Charles a été contaminé, et le Premier ministre anglais, la réponse d'une autorité scientifique, quand on a dit est-ce que ça se transmet par l'air, ce qu'il a dit, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, on nous parle, est-ce que par voie sexuelle ça se transmet? On n'a pas encore de réponse. Donc le maître mot aujourd'hui, Baye Omar, c'est je ne sais pas. Ben, vous êtes Oui, je suis Socrate. Oui, je ne Ce que sais je pas. sais, c'est que De je tout le ne sais monde. pas, oui. Maintenant, on écoute les scientifiques, les docteurs, Oui. les autorités médicales. Eux aussi, ils ont un discours de réalité, la certitude, la réalité. C'est ça, quand on dit communication de crise, vous le dites vous-même, c'est dire la vérité. Cru, comme ça, nombre de morts, nombre de contaminés, cas communautaires. C'est comme ça le discours cru. Mais face à un croyant, Baye Omar, qui est en détresse, vous savez, qui maîtrise mieux la situation, c'est pas le scientifique, c'est le sage. Dieu nous dit que Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum aime bien ce verset, Baye Omar, que je vais vous le lire. Huwa alladhi anzala as-sakina fi qulubi al-mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudu as-samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Traduction. Sourate 48, verset 4. Ça veut dire quoi? Ces temps-ci, dans les réseaux sociaux, on écoute beaucoup Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum qui dit que la quiétude est entre mes mains. Je peux loger cette quiétude-là dans le cœur du croyant pour renforcer sa foi. C'est à moi les armées des cieux et des terres. Moi, Dieu, Allah. Cheikh Tidiane Sy l'a traduit magistralement et on a tous les réseaux sociaux cette capsule-là. Il dit Dieu a des militaires invisibles. Le Coran ne parle pas de virus. Mais quand Dieu dit Junud Samawat, Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum l'a traduit comme virus. Depuis longtemps, avant aujourd'hui. Il dit si Dieu voulait vraiment vous secouer, il vous envoie une petite créature, miniature comme un virus, qui fait des ravages. Et là, vous saurez que la puissance est entre les mains de Dieu. La nouvelle lecture de Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum produit les Dara. Ce qui est un peu désolant, c'est, je dis, quand un croyant doit être rassuré, ce sont des hommes comme Cheikh Tidiane Sy qui peuvent le rassurer. Mais ces hommes-là ne sont pas formés dans nos écoles. Ce qui manque à cette école-là, elle vous donne toutes les capacités, sauf cette capacité de parler à la société, de rassurer la société, comme un sage. C'est ça qui manque à tous ceux qui sont sortis. Alors, Ils peuvent... selon vous, Oui. existe-t-il une implication des religieux
tant au niveau du discours que dans la sensibilisation, étant donné bien qu'ils sont ces religieux de vénérés leaders d'opinion. Vous les appelez des religieux. Moi je dis, il nous manque ceux qui sont sortis de l'autre école, qui peuvent parler et s'adresser et toucher le cœur des Sénégalais, parce que leur discours là est teinté de la croyance. Mais ils sont religieux, si vous voulez. oui. Pas forcément. Ils sont comme les autres, ils peuvent être des scientifiques, mais ils savent parler. Ils peuvent être religieux et scientifiques. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est quand vous êtes formé dans l'autre école, vous ne pouvez pas parler. Baye Omar, je vous donne un exemple très simple. Ça, on parle de sensibilisation pour toucher la population. C'est ça qui nous manque. Je dis, on n'a pas misé sur la diversité scientifique de ce pays et sur sa richesse intellectuelle. La diversité en disant qu'il y a des gens qui sont sortis de l'école officielle, mais il y a d'autres qui sont sortis ailleurs. Pas forcément des marabouts, mais qui sont sortis dans l'autre, qui sont formatés autrement. Tout simplement, je ne dis pas marabout, moi. Je ne dis pas religieux, je dis ils sont formatés dans l'autre école classique. C'est vous qui dites marabout. Ils ne sont pas forcément marabouts ou bien prêcheurs. Baye Omar, je vous donne un exemple très simple. Vous avez suivi la venue de Tariq Ramadan ici au Sénégal. Je n'ai jamais vu un amphi aussi bondé que quand Tariq est passé à l'UCAD ou bien à l'UGB. Il a fallu à l'UGB qu'on appelle les forces de sécurité et qu'on mette des écrans à l'extérieur. Qu'est-ce que Tariq Ramadan a plus que nos universitaires pour remplir des amphis comme ça, à votre avis? On a des universitaires éminents. Personne ne peut remplir comme ça un amphi. Oui, et des jeunes de l'université. C'est parce que c'est une question de discours. Ils maîtrisent la science islamique, Tariq Ramadan. Il sait qu'au Sénégal, on est attentif à ce discours-là. Quand vous portez ce discours-là, on vous écoute. Il ne suffit pas d'être scientifique, il suffit d'être sage aussi. Les deux, c'est pour cela que Dieu dit wa kana Allahu aliman hakima. Vous voyez, le savoir et la sagesse sont ensemble. Quand il n'y a que le savoir, l'autorité médicale, ça ne suffit pas pour rassurer et mobiliser les Sénégalais autour d'une question. En définitive, comment analysez-vous finalement la communication dans le cadre de la réponse au Covid-19? Confusion, cohésion ou cacophonie? Cacophonie au départ. Fermeture des mosquées. Effectivement, on a essayé. On a des associations qui sont responsables. On a parlé des scientifiques. Imam Dame Ndiaye, c'est lui qui est à la tête de l'IPS, Ligue des imams et prêcheurs du Sénégal. Imam Dame Ndiaye est un scientifique. Vous savez. Mais Imam Dame Ndiaye, son association n'avait pas prôné la fermeture des mosquées quotidiennes. Mais vendredi, oui. Mais l'autre, c'est Moustapha Gueye, qui avait prôné la fermeture de tout. Donc, mes ententes. Les marabouts, les grands leaders ne sont pas prononcés clairement. Jusqu'ici, je n'ai pas entendu. C'est ça qui a manqué dans ce pays. Je dis qu'effectivement, on dit que l'état d'urgence, c'est l'état qui pilote tout. Je suis d'accord. Mais les autorités étatiques n'ont pas cette écoute-là. Ils sont autorités sur le plan administratif, sur le plan militaire, mais sur le plan moral, ils ne sont pas autorités. Ils n'ont pas l'écoute de cette société-là. C'est ça qui manque. Quand vous pensez que vous avez fait cette école-là, on vous a confié les rênes de cette nation-là, et que vous avez toutes les capacités, vous vous trompez. C'est ça aussi. Il faut que les gens reconnaissent leurs limites. Baye Omar, vous sortez d'une école officielle, reconnaissez votre limite sur le plan social, surtout en communication sociale. Vous êtes très limité, Baye Omar. Moi, j'ai été avec des autorités, Baye Omar, dans des cérémonies, mais ils ne peuvent pas parler. Il faut trouver quelqu'un qui a fait ça là pour s'adresser à l'entourage, parce qu'ils n'ont pas ce discours-là. C'est pas possible. C'est une réalité. Oui, donc ils sont limités, il faut le savoir. En communication sociale, il faut savoir les limites des produits de cette école officielle. Vous déplorez l'absence des religieux? Non, je déplore l'absence de la diversité. On n'a pas misé sur la diversité. En ce qui concerne toutes les crises, et même le pilotage de ce pays-là, il faut miser sur la diversité intellectuelle, sur la richesse scientifique. Il n'y a pas que cette école-là au Sénégal. Il y a une école, il y en a deux au moins. Il y a une école classique, je l'appelle classique, je ne l'appelle pas Dara. Il y a une école officialisée, qui n'est pas notre école, qui a du mal à passer et qui a du mal à donner des compétences sociales. Ils ne peuvent pas. Regardez, les Magal et les Gamou, quand vous envoyez des délégations officielles, comment ils sont mal à l'aise pour parler à ceux qui sont venus au Magal ou au Gamou? Même s'ils parlent en Wolof, ça ne passe pas. Ils ont du mal. Mais regardez les communications médicales. Quand on parle en Wolof, ça ne passe pas. Il y a tellement d'erreurs, de bavures. Ah oui? Vous écoutez tout le temps. Et j'écoute votre sakhalat. Votre sakhalat est importante. Et à chaque fois qu'il y a des erreurs de compte, parce qu'ils ne savent pas compter en Wolof, on le ressent en wax sakhalat. C'est que les gens écoutent carrément le Wolof. Il y a souvent des déchets parce qu'ils ne maîtrisent pas le Wolof. C'est ça, cette école-là. Non seulement, effectivement, ils vous donnent des compétences sur le plan linguistique, mais vous en perdez aussi au niveau local. Tout ce que je déplore, c'est-à-dire que je ne dis pas que cette école est mauvaise.
Je ne dis pas que l'autre est mauvaise, mais il faut créer un système éducatif intégré qui nous permette d'avoir l'ensemble de nos atouts, l'ensemble de nos forces. Et cette maladie, cette urgence sanitaire, Le montre, démontre quelque part que de ce côté-là, il y a des failles. Et tout le monde le déplore, tout le monde sent qu'il n'y a pas une adhésion, il n'y a pas un engagement de ce que vous appelez religieux, que moi j'appelle les produits de l'autre école. Dans toutes les cellules que vous créez, conseils scientifiques, pilotage, vous ne verrez pas les produits de cette école-là. Il faut quand même qu'ils intègrent le groupe. Il faut savoir les diversifier. Tout ce que vous faites dans ce pays-là, il faut dire qu'il y a une autre école, il y a d'autres intellos, il y a d'autres hommes de culture là. Ce n'est pas forcément des marabouts ou bien des prêcheurs. Il faut les intégrer pour avoir une vision claire de ce pays-là, pour être écoutés. Regardez l'ensemble qu'on a fait, des conseils scientifiques partout dans ce pays-là. Pour vous, la diversité est source de progrès dans le cadre c'est obligatoire, sinon le Sénégal ne s'en sortira pas. Oui. Je connais bien cette école-là. Je sais que si on met en marge, comme l'avait fait le colonisateur à côté, on dit que seuls les produits d'une école pilotent ce pays-là, on va perdre beaucoup de choses, on va être en retard sur beaucoup de choses. Vous savez pourquoi Jacques Chirac avait voulu dissoudre l'ENA? Vous vous souvenez? Quelle était la raison? C'est la pensée unique. Ils sont sortis d'un même moule, ils pensent de la même manière. Donc moi, je vais dissoudre l'ENA. Je veux avoir de la diversité de pensée. C'est ça qui arrive au Sénégal. On n'a pas cette diversité. Macron l'a dit que les certitudes désormais vont tomber. Oui, mais il l'a dissous. C'est normal. Oui. Mais c'est ça, la diversité, c'est une source de richesse. Mais le colonisateur avait... Il est allé lui-même rendre visite au le colonisateur avait des intérêts pour mettre son école ici au centre. Nous, on n'avait aucun intérêt à l'officialiser comme ça, à dire oui, on va créer une école duale, des franco-arabes, des daras modernes, des trompe-l'œil. Non, ça ne sert à rien du tout. Il faut miser sur la diversité et créer une école intégrée. Vous savez, vous avez parlé de Lazare. Ça fait le compte. J'ai jeté un coup d'œil sur l'ouvrage. Et Lazare Bayomar. Il y a beaucoup de Sénégalais qui y sont sortis. Et Lazare Bayomar est créé en 970. Donc, c'est une université millénaire. Elle fait partie des premières universités, Karawi, Nzeidoun et Sorbonne. Ce sont les premières universités. Et Lazare, c'est une somme des daras. C'est un général de l'armée fatimide qui a créé une mosquée et qui l'a transformée en université. Et on a fédéré l'ensemble des daras qui existaient. On a donné un programme officiel. Ça fait aujourd'hui 70 facultés, plus de 1800 instituts. Toutes les disciplines du monde, ils sont enseignés. Et dans toutes les disciplines, il y a des Sénégalais qui sont sortis. Il y a des médecins qui sont sortis de Lazare. Il y a des commerciaux. Il y a des profs de maths en France qui sont sortis de Lazare, mais qui ne sont pas utilisés au Sénégal. Mais quand vous revenez au Sénégal, en étant produit de Lazare, on vous donne une classe de CM2 au primaire pour enseigner à Batassa. Donc, vous voyez les atouts. On a parlé tout à l'heure des produits purs de Lazare qui sont dans ce pays-là. On a parlé de Ahmad Badawi Mbaké, qui est le président de Raoudou Rayahin, fils de Seigne Fallou, qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Mourides. Il est sorti de la faculté des hautes études commerciales de Lazare. Vous voyez, Lazare a des facultés de sciences islamiques pures, de théologie pure, mais lui, il a fait haute études commerciales. Il n'est pas le seul. Il y a des profs de maths qui sont en France qui sont sortis de Lazare. Des Sénégalais. Oui, le fils du... Maodo Malik est sorti de Lazare. Oui, oui, Maodo Malik. Il est sorti de Lazare. Donc, vous avez ces atouts-là qui sont des scientifiques. Et je vous dis, je donne le taux. Ceux qui sont de Lazare, 34% sont des scientifiques. Au Sénégal, le nombre de bacheliers scientifiques, c'est combien? C'est 27%. Donc, ils sont plus scientifiques en proportion que ceux qui sont au Sénégal. Pourtant, on les qualifie de prêcheurs. Ahmed Dame Ndiaye, dont on a parlé. Ahmed Dame Ndiaye est un économiste pur qui est sorti d'Irak. Ce n'est pas un prêcheur, mais parce que c'est un métier facile à exercer par les arabisants, quand ils sont à la retraite ou bien ils n'ont pas autre chose à faire, ils deviennent prêcheurs. Mais ils ont des compétences, parfois scientifiques, comme les autres. Il n'y a aucune difficulté. Moi, mon université, c'est l'université de Taha Hussein, de l'université du Caire. C'est l'autre université, c'est l'université publique. C'est une université spéciale, à vocation islamique, mais qui a toutes les facultés modernes. C'est Abdounas, c'est 1960 qui a monté. Moi, je suis sorti de l'université du Caire en sciences, mathématiques et informatiques. Et vous êtes enseignant-chercheur à l'UGB, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, justement, de ce point de vue, il est constaté justement de plus en plus des révoltes de certaines populations contre les forces de l'ordre. La fermeture des mosquées, alors sont-ils là les effets collatéraux de cette pandémie ou des failles dans la gestion de la riposte au Covid-19? Des failles dans la communication. Je reviens à la communication sensibilisation. C'est le discours qui importe actuellement. Au moment de crise, c'est le discours et les porteurs de discours. Soit ils sont crédibles, ils sont écoutés,
Et tout ce qu'ils disent passe et respecté. Soit ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas crédibles. Dans ce domaine-là, ça ne passe pas. Dans le domaine religieux, ou bien le domaine des consciences, quelqu'un qui est sorti de l'école n'est pas crédible dans ce pays-là. Il n'est pas écouté quand il parle de ça. Quand il décide qu'on ferme les mosquées, il n'est pas crédible. Il n'est pas écouté. Et ça, peut-être on va revenir sur la gouvernance de ces pays-là. C'est ça qui manque. Et s'il y a quelque chose à tirer, Omar, de cette crise-là, c'est la gouvernance de ces pays, l'organigramme. Vous savez, actuellement, le président nous dit, j'écoute les autorités médicales et le conseil scientifique, tout ce qu'ils disent, j'exécute. Mais ça doit se passer comme ça. Le savoir doit être au-dessus de tout. Tout gouvernement doit avoir un conseil. Maintenant, la pyramide est squelettique. On n'a jamais eu un conseil scientifique. Le SAES, en 2010, avait organisé des assises. J'étais quand même parmi les organisateurs en 2010. On avait recommandé au gouvernement de créer un haut conseil académique. Parce qu'il nous manque cela. Vous voyez, le président décide de la politique scientifique du pays. Il a un ministre qui essaie d'exécuter. Autour d'eux, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de groupe. Mais à qui imputez-vous cette responsabilité? Nous avons organisé des assises. On avait invité l'ensemble des acteurs. Je me souviens de Mohamed Mbouch, Forum civil, que Dieu avait sur son âme. Il avait tellement salué cette initiative. On avait fait des recommandations fortes. Il faut revoir l'organigramme de la gouvernance scientifique parce que le président, son ministre et leur conseil ne suffit pas pour définir la politique et l'orientation scientifique de ce pays. C'est gravissime. Vous avez des universitaires et des experts partout. Créer un conseil, haut conseil scientifique, qui va aider le président et qui va rendre compte au public, qui va aider à orienter la politique scientifique. Aujourd'hui, on nous dit, on s'appuie sur les scientifiques pour vraiment faire face à la pandémie. On doit faire tout le temps comme ça. Un de vos collègues, Yoroja, m'a dit une fois, et c'est ça aussi le savoir au-dessus de tout gouvernement, de tout politicien. C'est une tradition en France. Yoroja me l'a dit, et je pense que c'est vrai. Il m'a dit qu'il y a une journée réservée à quelque chose en France qui est symbolique. Tout homme de la République, agent de la République, en tenue d'apparat, cette journée-là va voir où se trouve l'académicien, le porteur du savoir, et mettre à genoux devant lui en disant que l'allégeance à vous, porteur du savoir, nous sommes en bas, nous vous écoutons, pour montrer que le savoir est au-dessus de tout. On ne peut pas être décideur, l'ultime décideur, sans s'appuyer sur les tenants du savoir, ou bien ceux qui exercent le métier de la réflexion. C'est ça qui nous manque. Ce n'est pas parce qu'on est en crise qu'on doit s'appuyer sur des conseils scientifiques. Il faut le faire tout le temps. Il faut avoir un vrai conseil scientifique, mais pas salarisé. C'est ça qui a bafouillé tout. On doit salariser tout. Moi, je suis conseiller de la République. Tout enseignant du supérieur est conseiller de la République. On n'a pas besoin de salaire. On est payé déjà. Mais il faut solliciter nos rapports. Bayouma, vous savez très bien que Léon Jospin est le meilleur des premiers ministres de la France. C'est le... Ah, mais vous mettez Raymond Barre où? Je vous dis pourquoi on a dit Jospin. C'est quelqu'un c'était le premier ministre qui a consommé le plus des rapports universitaires. À chaque fois qu'il y a un problème, il demande un rapport universitaire. Il ne paye rien. Il n'y a pas de cabinet d'experts. Et plan TACAL, et tout ce que vous voyez, et PSE, on convoque des cabinets, ils tournent en rond, ils vont avoir des universitaires pour avoir les rapports. Non, mais directement, vous avez des universités. Vous dites que j'ai besoin de rapports sur telle situation. Et on vous dit, Macron avait sur sa table vraiment des alertes depuis sur cette question-là. Même chose que Trump. Des scientifiques qui avaient alerté en disant faites attention, il y a quelque chose qui arrive, pandémie ou épidémie. Tous ont avoué avoir reçu ces rapports-là. Mais ils l'ont négligé, ils ont mis de côté ça. Et voilà, nous y sommes. Et l'Afrique? L'Afrique, je ne suis pas sûr, parce que souvent, je ne vois pas nos présidents entourés de conseillers scientifiques, enfin de conseils au vrai sens du terme, pas un conseil, un ministre conseil, ça c'est courant. Mais un conseil, des gens libres, qui ne sont pas salariés, qui sont des conseillers de la République, qui de temps en temps réfléchissent sur une question et envoient ça à l'autorité, et même parfois dévoilent ça publiquement. Ils doivent être écoutés. Et c'est ça qui manque. Mais qu'en est-il de l'Artémisia? L'Artémisia, je suis mal placé. Mais je déplore une chose. Je sens que quand même, on commence à être désorganisé, Omar. Ah oui? Oui, parce que je voyais professeur Seydi à la tête de beaucoup de choses, très écouté, qui pilote quand même vraiment tout ce qui était interné. Mais quand on a dit Artémisia, j'ai vu qu'on a confié ça à l'université, au ministère de l'Enseignement supérieur, qui est en train de préparer des protocoles. Je ne vois pas trop quel est le rapport entre les professeurs d'université qui essaient d'étudier Artémisia pour voir est-ce que c'est un remède qu'il faut utiliser. Or, l'utilisateur, c'est le professeur Seydi, qui a décidé de lui-même, je pense,
de prendre ce que propose le professeur Raoul. Parce qu'il connaissait le professeur Raoul et son produit. Il ne le connaît pas, il dit. Mais il l'a lu. Il a tellement produit sur le plan scientifique. Mais ce qu'ils disent Artemisia au niveau de Madagascar, ce n'est pas des scientifiques. Il n'y a pas une production abondante comme on l'a vu avec chloroquine. Il y a eu beaucoup de production scientifique. Il y a eu beaucoup d'articles. Donc, le professeur Seydi peut se baser sur ça. Et le professeur Raoul a écrit même sur la vaccination. Donc, il le connaît scientifiquement, il est crédible. Mais ici, sur le plan scientifique, on a des difficultés à y voir clair. Quand en science, on a des difficultés à y voir clair, on ne va pas risquer trop. C'est ça la difficulté. C'est pour ça que se prononcer sur cette question-là est difficile. Mais, comme on nous dit que là-bas, ça a guéri beaucoup de gens, mais tester aussi, c'est risqué. Donc, il faut quand même laisser aux scientifiques, aux autorités médicales, le temps d'étudier la question. Il ne faut pas se presser, oui. D'étudier la question. Alors, la pandémie, pendant ce temps, progresse. Mais malgré tout, des pays s'inscrivent dans une dynamique de déconfinement. Au Sénégal, la relance des activités est annoncée, démarrage le 2 juin pour les classes d'examen. Alors, vous-même, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, Omar, l'économie reprend le dessus sur tout. On pensait que la pandémie allait quand même nous éveiller un peu et nous réveiller. Mais on le voit. Les forces économiques reviennent encore à part de charge en disant que ce qui presse, ce qui est urgent, c'est de relever l'économie. Il est vrai que c'est crucial l'économie, mais il ne faut pas quand même mettre en balance les deux. Vous craignez la pression de l'économie? Oui, effectivement, il ne faut pas s'empresser pour relever l'économie et baisser la garde par rapport à la pandémie. Ce serait très dangereux. Et je ne vois pas pourquoi le Sénégal, les autres pays, aux États-Unis, et dans les pays occidentaux, je peux comprendre, mais nous, il n'y a pas cette urgence-là de dire qu'effectivement, on commence à sentir des difficultés, mais jusqu'ici, c'est maîtrisé. Faisons tout pour faire face à cette pandémie. La seule guerre qui vaille pour nous, d'ici la fin du mois, c'est de limiter les contaminations, surtout aux communautaires. Et de voir la courbe baisser, fléchir, comme vous dites. Oui, mais c'est l'économie aussi. Non, on n'a pas négligé l'économie. On n'est pas confiné, nous, Bayomar. On a un couvre-feu. On n'est pas confiné. Il est vrai qu'on commence à fermer les marchés quelques jours, on commence, mais il ne faut pas aller trop loin. Maintenant, il faut un peu vraiment c'est alléger. C'est l'économie qui finance quand même. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas pour le confinement. Je dis maintenant, on commence quand même à mettre des mesures très sévères, assez dures pour la population, qui ne sont pas confinement. Et peut-être qu'ils vont donner quelques résultats d'ici quelques jours, d'ici 10 jours. Moi, je mise quand même sur les 10 prochains jours, en disant qu'on va y voir clair. Vous misez sur les 10 prochains jours en tant que modéliste mathématique par rapport à la précision concernant l'allure que connaît la courbe présentement. Oui, mais sur quoi repose votre espoir? Mais c'est ça. Si, par exemple, c'est stable entre 50 et 100 par jour, et le taux de guérison augmente autour de 30-40. Donc si c'est ça, on est au niveau d'un plateau, et peut-être le taux de guérison peut augmenter, et le nombre de cas graves est stable, autour de 6-7. C'est ça qui fonde mon espoir. Parce que je vois ce qui se passe ailleurs, je vois l'évolution des courbes ailleurs. C'est pas comme ça. On ne peut pas plafonner le nombre de cas contaminés par jour comme ça. À un moment donné, en France, c'était autour de 300. Quand ils ont commencé à baisser en bas de 300, ils ont décidé de déconfiner. C'est en dessous de 300, vous voyez. Nous, on est en moins de 100 par jour, pour le moment. On a dépassé 100 une fois. Mais si on stabilise ça, et que le nombre de guéris augmente, on peut commencer quand même à espérer qu'on va sortir de la crise. C'est ça qui nous donne l'espoir. Uniquement ça. Sur le plan mathématique, je vous dis exactement. Mais pas sur les autres plans. Maintenant, si les gens baissent la garde, et que les mesures là préconisées ne sont pas respectées. Parce que ce sont ces mesures, ces réflexes barrières, les mesures barrières, ne craignez-vous pas le relâchement du côté des populations? C'est pour ça que vous invoquez l'implication de l'autre école. Effectivement. Oui, je le dis, depuis hier, Bayomar, vous avez senti, il y a des révoltes autour des mosquées. Ça ne passe plus. Parce qu'il n'y a pas l'engagement de ceux qui peuvent avoir le discours convaincant dans ce domaine-là. C'est quand vous confiez ce discours-là. La fermeture des mosquées, comment vous l'appréciez? C'est bien ou le contraire? Non, au départ, on l'a accepté. Moi, je ne fais pas de cette école-là de Dame Ndiaye qui disait que non, on peut fermer les écoles, les mosquées. Il faut les fermer. On est face à des risques, on a des arguments sur le plan quand même islamique, valable, très valable.
imbattable. Heureusement d'ailleurs que le prophète nous a donné quand même des orientations depuis des siècles. Donc on n'a pas de difficulté. Mais je dis seulement, le porteur du discours, de la sensibilisation compte aussi. Il peut avoir un certain discours qui ne convainc pas. Parce que quand les gens nous disent que oui, mais d'accord, vous avez fermé les mosquées, mais vous laissez les marchés fonctionner. Voyez-moi, c'est difficile. On ne veut pas de rassemblement. Rassemblement interdit. Pourquoi les marchés alors? Donc c'est l'économique qui domine. Mais quand même, la rationalité du religieux est au-delà de l'économique. C'est ça aussi le danger. Il faut considérer ça en disant, effectivement, il n'y a pas de facteur économique au niveau de la religion, mais il y a des forces, comme des forces économiques. Ici, vous lâchez en disant qu'on ne peut pas fermer les marchés, et là, on ferme parce que vous pensez qu'il n'y a pas de force. On pense à y voir clair depuis quelque temps. Il faut faire attention. Donc, il faut avoir un discours qui permet aux gens de respecter. Tout est dans le discours, finalement. C'est la communication, c'est votre domaine, Baye Omar, vous le savez très bien. Vous savez très bien que le contenu est important, mais le porteur du discours aussi peut être crédible et ne pas être crédible. Même si le contenu est vrai et bon, si le porteur n'est pas crédible, et ce qui est le cas, dans ces domaines de conscience et de religion, tous ceux qui sont sortis de cette école-là ne sont pas crédibles pour cette société-là. Ils sont mal placés pour parler, pour s'adresser aux consciences. C'est comme ça qu'on voit les choses. Alors, Mamadou Youri Sall, invité d'objection, vous êtes enseignant-chercheur à l'UGB, vous êtes modéliste mathématique, mais alors, dites-nous concrètement avec les mesures sociales, puisque l'autre vocation aussi, elle est sociale dans le cadre d'une urgence sanitaire comme le Covid-19. Alors, comment appréciez-vous, parce que tout est question de gouvernance aussi, les mesures sociales qui sont ordonnées jusqu'ici? Baye Omar, entre nous, il fallait court que court des mesures sociales, des mesures d'accompagnement. C'est un impératif catégorique. Impératif, vous ne pouvez pas dire aux gens, limiter le nombre d'heures de travail, parfois même ne sortez pas, on ferme les marchés et sans quand même les aider. Mais les modalités peuvent poser des problèmes. Et là aussi, on revient au problème de crédibilité. Si ceux qui distribuent étaient crédibles, si les hommes politiques étaient crédibles, ça ne poserait pas de problème. On peut distribuer de l'huile, du riz, mais c'est une question de crédibilité, je vous dis parfois, Baye Omar. Le politicien manque beaucoup de crédibilité. Mais c'est dû à quoi? C'est parce que, non, c'est le comportement depuis toujours, depuis 1960 jusqu'à maintenant. Peut-être on a rarement des politiciens qui nous... Mais pas tous quand même. Est-ce que c'est pas tous, facile non, ce discours? pas tous, non. Je dis de loin, je dis seulement, c'est la perception. Parce qu'ils sont sur le terrain. Je dis c'est la perception sociale. Je ne dis pas que c'est mon appréciation. Je dis la perception. Quand quelqu'un n'est pas crédible, on dit qu'il est politicien. Ça, vous le savez. Les politiques, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est comme ça qu'on voit les choses. Mais il faut faire un effort de sortir de cette question-là. J'ai parlé de la gouvernance scientifique. Il faut s'appuyer sur les scientifiques, ou des conseils scientifiques, des groupes de scientifiques pour pouvoir décider et avoir des programmes. Mais puisqu'à la tête de ce comité force Covid-19, il y a un général et son équipe qui travaille. Oui, je dis seulement, Baye Omar, il faut miser sur la diversité. Quand vous créez des groupes comme ça, que ce soit conseil économique et social, tout cela, il faut dire qu'il y a 2 écoles dans ce pays-là. Il faut miser sur la diversité. Il faut miser sur la religiosité de ce pays-là. On ne peut pas dire qu'effectivement, prenez ce que vous voyez, laïcité, tout ce que vous voyez, c'est bon, mettez-le dans la Constitution. Mais quand vous devez gouverner, miser sur ces atouts-là, ce sont des atouts, ce n'est pas des contraintes. La religiosité est un atout. Avoir 2 écoles, ce sont des écoles complémentaires, ce sont des atouts. Il ne faut pas se comporter comme le dominateur colonisateur l'avait fait en disant qu'on marginalise ce pas-là et on met en relief l'autre. C'est ça qui trompe. Officialiser tout ce que vous voyez et ce qui est homogénéisé, adopté par les sociétés et la population, il faut le respecter comme tel. On ne peut pas dire qu'il y a des conséquences des enfants qui mendient comme si ça tombe comme ça. C'est une conséquence d'une politique, d'une orientation socio-culturelle qui nous amène. Oui, la relance des activités le 2 juin pour justement les classes d'examen. Donc une reprise graduelle des activités. Oui. Quel commentaire? Si on raisonne à partir d'aujourd'hui, Baye Omar, il y a un risque. Ah oui? Mais oui, il y a un risque de décider comme ça. Mais ils ont raison de décider. Les décideurs, ils ont raison de prendre ça, de dire ça. Mais parce qu'ils sont donné un peu de temps. D'ici 20 jours, il nous reste 20 jours jusqu'au 2 juin. D'ici 20 jours, tout peut changer. J'ai dit, moi, d'ici 10 jours, je vais voir la courbe. Peut-être aussi, ils sont comme moi, ils ont la courbe devant eux. En disant que d'ici 10 jours, il y aura fléchissement. Donc, on peut maintenir cette décision-là et la valider.
Mais si la courbe ne change pas, telle qu'elle est aujourd'hui, on ne peut pas rentrer le 2. Tout est une question de cette courbe-là, de cette allure-là. Donc c'est ça. Donc il faut décider maintenant, il faut prévoir en disant que nous voulons rentrer le 2, mais on observe la courbe. D'ici là, on verra. Mais ils ne peuvent pas décider définitivement en disant que le 2, on rentre court que court, c'est pas possible. Ça va être catastrophique. Mais c'est par rapport à l'allure de la courbe. C'est un vœu. Pour le 2, c'est un vœu. Oui, c'est un vœu. Et c'est normal aussi qu'ils fassent comme ça, qu'ils avertissent les acteurs. Est-ce que l'État, on a les moyens, justement, de fléchir d'ici le 2, cette courbe? Ben Omar, ça, est-ce que ça dépend de qui on a les moyens? Ça dépend un peu de la sensibilisation, on l'a dit. Je dis que si on augmente un peu les moyens en disant que maintenant, faisons tout pour avoir l'engagement des tenants de l'autre discours, des sortants de l'autre école, qu'ils participent à la sensibilisation, à la conscientisation, et que les gens commencent à respecter tout ce qui est préconisé par les autorités médicales. Peut-être en 20 jours, on l'a vu ailleurs, vraiment on peut avoir des baisses considérables. Il suffit d'avoir la tendance baissière. Si on a la tendance baissière, comme ce sont seulement des classes d'examen, on peut. Classes d'examen, quand même, l'effectif quand même, est très réduit. L'OMS a averti d'éviter le relâchement. Oui, c'est ça, je dis. Oui. On essaye de mobiliser tout le monde, toutes les sensibilités, tous les porteurs de discours pour la sensibilisation. Avec tout ce qu'on est en train de faire. On ne réduit rien du tout. Alors, quelle alternative pour une reprise sans risque au Sénégal? Une reprise sans risque? Oui. Est-ce qu'on peut espérer ça, une reprise sans risque d'ici octobre? Ben, Omar, je n'y crois pas. D'ici le 2 juin? Des risques minimes, je peux croire. Des risques réduits, oui. Mais sans risque, il y a des gens qui prévoient que peut-être la pandémie va durer jusqu'au mois de décembre. Certains même vont au-delà. J'ai entendu en Allemagne, certains disent jusqu'à 2022. Oui. Donc on va vivre avec quand même ce virus-là. Donc risque zéro n'existe pas. Maintenant, réduire au minimum les risques. Et on vivra avec peut-être ce virus-là comme on vit avec le palu. Peut-être, c'est ça l'espoir. Donc vivre avec cette maladie-là et savoir se comporter avec cette maladie-là. Mais l'essentiel, c'est de garder la capacité de nos docteurs et de nos hôpitaux. Cette résilience. Cette résilience-là. Si on a le minimum qui soit contaminé par jour, là, on pourrait gérer comme on gère les autres maladies. Mais pas 100 cas par jour pendant 10 jours, ça va poser des problèmes. Mais si on arrive à réduire le nombre de cas par jour, si on arrive à 10 cas par jour peut-être, on pourrait vivre tranquillement et aller à l'école sans difficulté. Mais avec 100 cas par jour, les hôpitaux vont être débordés à condition que le nombre de sortants dépasse 100 sortants, 100 guéris par jour aussi. Mais sinon, c'est trop risqué. C'est trop risqué de rentrer le 2. Alors, la dernière question, finalement, doit-on composer davantage avec les aspects culturels du pays et éviter de faire du coupé-collé? Oui, moi je dis seulement il faut tout le temps faire tout pour mobiliser l'ensemble des forces. C'est ça que j'appelais miser sur la diversité, sur la religiosité. Arrêtons de prendre des modèles de gouvernance d'ailleurs, qu'on a hérités et qu'on continue à faire fonctionner. Ça ne marche pas, on l'a constaté. On a du mal à sensibiliser, à toucher le cœur et la conscience de nos concitoyens en ce qui concerne ces questions-là pendant les crises. C'est parce qu'on est mal formé pour le faire. On est mal préparé pour le faire. Il faut avoir une école, un système éducatif qui prépare à vivre pleinement dans cette société-là, à pouvoir se parler. Vous ne pouvez pas former une élite qui ne sait pas parler à sa société, c'est pas possible. Ça ne passe pas. Moi, lors des Magal et des Gamou, tout le temps je suis ahuri. Comme s'il y a deux groupes d'élite dans ce pays-là, groupe socioculturel et groupe élite politique. Les gens font leur discours en français et en wolof, maladroit. Les autres là brandissent des discours en arabe et en wolof très étroit, qui passent, qui touchent Pénètre la le cœur. Mais quand on est quand même un décideur, on fait partie de l'élite, il faut savoir parler à sa société, à sa base. Et c'est ça qui manque. Ce sont les limites des compétences données par l'école officielle. En conclusion, le discours, la communication, la diversité et l'implication de tout le monde. Oui. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Et Bayomar, je vais terminer quand même. Quand on dit on va moderniser les daras, vous savez, maintenant on parle de l'enseignement à distance. Vous savez qui a commencé ça, l'enseignement à distance? C'est Moustapha Gueye, Allahu A'lam.
Vous avez une université ici, dans vos murs, quelqu'un qui enseigne à distance, et ce sont des milliers qui l'écoutent, et vous le connaissez, c'est Aliou Sall. Il forme des milliers par vendredi et jeudi. À partir du micro. À partir du micro, à distance. Maintenant, on doit moderniser ces gens-là, qui ont appris à enseigner à distance depuis longtemps, depuis 1960, Moustapha Gueye enseigne. Il a enseigné l'Akhdari à distance. L'Akhdari, c'est le premier livre, le livre le plus étudié ici au Sénégal. Moustapha Gueye l'a enseigné à distance, avec un micro dans les radios. Justement, vous évoquez la question, le numérique, l'implication du numérique dans la réponse au Covid-19. Quelle appréciation? Le Sénégal encore est en retard par rapport au numérique. Quand je parle de numérique, je pense à la téléconsultation, téléenseignement, visioconférence, entre autres. Vous savez, on aime bien les slogans Bayomar. J'ai entendu quelque part société numérique. Il y a même une vision Sénégal numérique 2020, enfin 2030, comme ça. Mais vous savez, ça commence par Bayomar. Dans chaque maison, il y a des possibilités de se connecter. L'Internet coûte en moyenne, le Wi-Fi, coûte en moyenne 20 000 francs, la connexion permanente. Je ne parle pas des passes Bayomar. Je dispense un cours Bayomar en licence, en ligne. La couverture réseau fait défaut à Louga, autour de la Louga. Donc il y a mes étudiants qui n'arrivent même pas à suivre parce qu'il n'y a pas de couverture réseau. Et pourtant, on a les grands opérateurs. Mais ils n'arrivent pas à couvrir le pays en termes de signal. Et comment voulez-vous qu'on puisse quand même faire du télétravail ou bien de l'enseignement à distance? Mais la télémédecine aujourd'hui. Oui, la télémédecine, on peut, parce que quand même, peut-être c'est la médecine. Mais l'enseignement à distance, on a des étudiants partout, des élèves partout. Si on ne veut pas créer des inégalités, il faut quand même veiller à ce que le réseau, le signal soit partout. Le signal n'est pas couverture. Ni le signal téléphonique, le signal numérique, le signal analogique, le signal électrique n'est pas partout. On a du mal. Même dans certaines grandes villes, je dis autour de Louga, l'étudiante est à côté de Louga, dans un village. Mais elle n'a pas de réseau la journée. Donc elle ne peut pas me suivre. Heureusement, le cours est enregistré. Les étudiants lui envoient le cours. Et moi, ça me désole de dire que j'ai une étudiante qui est à côté, qui ne peut pas suivre mon cours, parce qu'elle ne peut pas sortir aussi à cause du En tout cas, les atouts sont là en termes de télémédecine, mais on a en médecine, ça peut poser. à développer cela. Oui, c'est différent. À développer. Les malades là, on peut quand même les transférer dans un point où il y a un signal. Mais quand vous avez des enseignants dispersés, des étudiants dispersés, de partout, ils sont partout les étudiants, ils sont partout dans tous les villages, et qu'on n'a pas de couverture. L'enseignement. Oui, c'est ça la difficulté. On veut bien, mais on a des contraintes majeures. Mais on en parle tellement depuis société numérique. Mais il faut faire un effort quand même de doter toutes les maisons, de démocratiser l'accès au numérique. Et ça, on commence quand même par baisser les coûts. 20 000 francs pour avoir la connexion permanente, ça coûte cher. C'est pas les passes, je ne parle pas des passes, mais connexion permanente. On a une bonne bande passante au Sénégal. On est bien dotés. Oui, nous sommes bien placés. C'est par hasard que nous sommes entre l'Europe et les Amériques. Donc le câble ici passe par nous, les fibres passent par nous. On en profite. Optique, oui, mais quand même, quand on sort de Dakar, même 4G, vous allez à Anne, vous n'avez pas de 4G. 4G, si, c'est presque Dakar Intramuros. Et si vous voulez faire comme des visioconférences, 4G vous sauve. Mais vous n'avez que 3G quand vous sortez un peu de Dakar. Mais peut-être il y a des plans, attendons qu'il y ait de l'espoir. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire. Mais quand même, peut-être il y a une vision quelque part. Espérons-le. Et maintenant, le mot de la fin par rapport au Covid-19? Le mot de la fin, c'est vraiment d'inviter l'ensemble des acteurs de la société, surtout ceux qui sont sortis de l'autre école, après le Bayomar Dara, Doudal, des Oussaz, sachant que c'est notre guerre à nous tous. Ça regorge d'énormes potentialités. Oui, il faut de l'engagement pour nous tous. Même si les gouvernants ne comprennent pas la situation, pensent qu'il y a une seule force qui peut mobiliser l'ensemble des Sénégalais, ils se trompent. Mais nous, comprenons-nous, sachant que nous avons un rôle à jouer dans ce pays-là, et participons à cette guerre. Engageons-nous à gagner cette guerre-là, par la conscientisation, la sensibilisation, avec le discours que les Sénégalais savent écouter et veulent écouter. Merci beaucoup Mamadou Yuri Sall. Je rappelle que vous êtes chercheur enseignant en modélisation mathématique, système d'information et application informatique à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, auteur de l'ouvrage Potentialité des diplômés d'Al-Azhar, l'analyse des données au Sénégal. Et vous dirigez également à Badiordo, alors un centre de recherche sur le patrimoine intellectuel sénégalais. Vous comptez à votre actif plusieurs publications et contributions
en histoire des réductions ouest-africaines. Merci beaucoup. C'est moi, merci beaucoup Bayoma. Mesdames et messieurs, c'en est tout. Excellente suite sur la 98.5 dans une poignée de secondes. Place à Maodo Faye. Au revoir et à dimanche prochain.